Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première semaine d'exploration des métiers du monde de la com. On est vraiment très heureux de cette toute nouvelle initiative. Je me présente, je m'appelle Dominique Villeneuve, je suis la PDG de l'association, donc de l'A2C, et j'ai le plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue, de faire le petit mot d'introduction, mais ensuite je passerai évidemment la parole à la conférencière et aux différents intervenants de la soirée. En fait, aujourd'hui est la première conférence, donc on est quand même excités, mais très fébriles à la venue de cette première conférence. Dans les 8 prochains jours, il y aura 8 conférences différentes sur différentes discipline de la communication créative. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Vous voyez évidemment, service conseil, création publicitaire, vous les voyez tous. Vous êtes peut-être inscrits seulement ce soir, mais peut-être aussi à l'ensemble des disciplines. Donc, j'espère que vous pourrez bien découvrir tous les métiers de l'ensemble de la communication créative et de l'industrie. J'aime croire qu'on y retrouve autant de métiers que de personnalités, que vous soyez introverti, extraverti, que vous soyez organisé, que vous aimiez la culture, la création, que vous aimiez l'analyse, le média. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais surtout tous les types de personnalités. Alors, j'espère que la conférence de ce soir vous donnera le goût, en fait, d'en apprendre plus sur notre industrie, sur les différents métiers du service conseil. Et j'espère que vous en apprendrez plus sur les perspectives qui s'offrent à vous et que ça vous aidera dans votre cheminement de carrière et dans vos choix de carrière futurs. Donc, ce soir, en fait, c'est une initiative, la Semaine des métiers est une initiative de l'A2C en collaboration avec l'Alliance des cabinets des relations publiques du Québec, avec également la collaboration du Grenier aux emplois, avec l'appui de l'Association des producteurs publicitaires, l'appui également du Conseil des directeurs médias du Québec. Il y a également la Société des designers graphiques du Québec. Il y a également un merci tout spécial à l'équipe d'Orchestra qui nous a aidés avec toute l'identité visuelle et la campagne pour vous offrir cet événement spécial. Alors, ce soir, je vous le disais un peu plus tôt, mais on parle du service conseil. Donc, c'est la toute première conférence et on a la chance et l'honneur, en fait, d'avoir la toute première conférencière qui est Justine Guertin, conseillère chez LG2. Donc, Justine va vous présenter les différents métiers dans le service conseil. Puis ensuite, aura un panel qu'elle animera où on retrouvera Éric Adéchi, VP Service Conseil chez Kundari. Il y aura également Jean-François Lalande, directeur de groupe chez Dentsu McCary Bowen. Et on terminera aussi avec Catherine Lucier, superviseur service conseil chez Bleu Blanc Rouge. Alors, petit élément technique juste pour clore ma petite portion, c'est au niveau des questions-réponses, évidemment, il y a l'icône qui se trouve au bas de votre écran, donc le Q&A. Vous pouvez tout simplement cliquer et ma collègue Mireille fera la modératrice, donc pourra lire les questions aux panélistes, aux différents panélistes, puis animera cette période de questions au besoin. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Justine. Bonne conférence, j'espère que vous allez apprécier. Puis merci à tous, en fait, qui participaient. Je sais que vous y avez donné beaucoup de temps, beaucoup d'amour, tout ça bénévolement. Alors, merci infiniment et sur ce, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ce ne sera pas long. Vous me direz si vous voyez bien. Mireille, tu me dirais si on voit bien mon écran. C'est en chargement et là, ça fonctionne. Parfait. Oui, allô tout le monde. Donc, je me présente, Justine Guertin, je suis conseillère chez LG2. Je veux prendre le temps de remercier quand même l'A2C et tous les partenaires, mais aussi de vous remercier, vous, de votre intérêt pour le service conseil qui est parfois peu connu et peu compris. Donc, c'est vraiment le fun de vous avoir parmi nous. J'ai moi-même appris ce qu'était le service conseil relativement tard dans mon processus. Oh, excusez. Donc, jusqu'en Cégep 2 à peu près, je voulais devenir médecin. Donc, moi, je viens d'une famille qui est dans le domaine de la santé et c'est tout ce que je connaissais. J'étais persuadée de vouloir devenir médecin. Je suis rentrée dans mon premier cours de physique et je me suis dit que je voulais plus jamais retourner là après la pause. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Donc, j'ai cancellé tout ce qui était sciences et je me suis enlignée vers un programme qui était plus entrepreneurial marketing. Puis ensuite, j'ai fini au HEC. Alors aujourd'hui, je suis rendue au service conseil. On peut aussi s'appeler chef d'orchestre
Pourquoi on s'appelle chef d'orchestre? C'est parce qu'on ne joue pas d'instruments. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas nécessairement spécialisé, mais sans service conseil, il n'y aurait pas d'harmonie à travers les projets, à travers les équipes. Fait que c'est vraiment important, le service conseil, pour s'assurer qu'il y ait une harmonie et pour coordonner un projet de A à Z. Donc, ma première journée, quand je suis arrivée chez LG2, moi, j'étais vraiment impressionnée. Je pense que mind blown, c'est le terme, il est même faible. Je suis arrivée chez LG2, puis c'était du monde super jeune, dynamique, bourré de talent. C'était vraiment impressionnant à voir. Puis ma boss, elle m'amène dans une salle, puis elle me dit « OK, bien là, j'imagine, tu rentres. » Là, j'étais stagiaire, j'étais encore aux études. Là, je rentre. Elle dit « Tu dois savoir un peu c'est quoi le service conseil. » Fait que j'y réponds, puis j'étais super honnête que je ne savais pas c'était quoi. Moi, on m'avait référé, on m'avait envoyé l'annonce du stage, puis on m'avait dit « Ah, tu sais, je suis sûre que tu vas fitter là-bas, c'est vraiment ton genre. » J'avais appliqué, j'avais aucune idée c'était quoi le service conseil, je rentre là, puis elle me dit « Ben, je pense que la meilleure façon que je peux te le décrire, c'est que toi, tu vas devoir être la deuxième meilleure dans tout. » Fait que là, j'entends ça. Là, je me dis, OK, c'est un peu de pression quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, deuxième meilleur dans tout, tu sais? Puis, je lui demande, OK, qu'est-ce que le tout? Fait que dans le fond, le tout, elle me dit, c'est tout ce qui est relié à nos projets. Je vais vous montrer un peu c'est quoi un projet. Là, c'est vraiment très typique, juste pour vous donner une idée, puis qu'on parte tous avec les mêmes bases. Pour ceux qui connaissent déjà, ça se peut que je répète de l'information que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vraiment permettre de repartir avec les mêmes bases. Quand on a un projet, dans le fond, ça part avec le brief client. Le brief client, ce que c'est les besoins du client. Donc, c'est les objectifs, les paramètres comme le budget, la durée. Est-ce qu'il y a un élément spécifique qu'ils veulent mettre de l'avant dans le projet? Je donne un exemple, ça pourrait être augmenter les ventes. Une fois qu'on reçoit ce brief-là, on va travailler avec le département de stratégie, que moi j'appelle vraiment le cerveau. Le département de stratégie, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, analyser la concurrence, analyser la cible à qui on veut parler, analyser le monde de la publicité, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les tendances, analyser l'industrie du client sur lequel ils travaillent. Puis de là, ils vont sortir c'est quoi le message qu'on veut passer pour réussir à atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être quoi l'argument le plus fort pour réussir à atteindre notre objectif? Fait que mettons que c'est augmenter les ventes. C'est quoi le message qui va permettre d'augmenter les ventes? Une fois que le cerveau a fait son travail, on rentre dans ce qui est plus la création, que moi j'appelle le cœur. Fait que la création, eux, ils prennent ce message-là, ils vont le vulgariser pour que le consommateur le comprenne puis l'endosse mieux, puis ils vont rajouter de l'émotion. Ça peut être n'importe quel genre d'émotion, ça peut être touchant, ça peut être humoristique, ça peut être nostalgique, ça va dépendre de quelle tonalité on veut prendre, mais ça, c'est vraiment là, pour trouver la meilleure idée pour générer le meilleur impact auprès de notre cible. Une fois que cette création-là, elle est faite, bien là, on rentre en production. Fait que la création, ça va être, par exemple, un script ou, par exemple, une maquette qui est comme un peu un croquis pour démontrer l'intention. Puis, on rentre en production. Fait qu'en production, qu'est-ce qui arrive? C'est, par exemple, le script pour notre vidéo. Bien, on fait la vidéo. On tourne, on va monter, on va rajouter le son. Fait que c'est vraiment là que l'idée prend vie. Même chose pour des bannières, on va animer des bannières. Même chose pour un GIF sur les médias sociaux, bien, c'est là qu'on va le produire puis qu'on va l'animer. Puis ensuite, il y a la livraison. La livraison, ça se fait, je vais en parler un petit peu plus loin, mais ça se fait avec l'agence média. L'agence média, c'est une agence, il y a de l'agence de création puis il y a l'agence média. L'agence média, c'est eux qui s'occupent de négocier avec les différents partenaires, par exemple Radio-Canada, pour voir où est-ce que notre campagne elle va vivre, parce qu'une belle campagne, si personne ne la voit, ça donne rien. Fait que nous, on livre aux médias, puis les médias s'occupent de faire les suivis avec Radio-Canada, avec Astral pour de l'affichage dehors, avec Facebook, par exemple. Pour rendre ça un petit peu plus concret, je vais vous présenter une campagne que, excusez-moi, j'ai de la misère à... Une campagne que, mon Dieu, une campagne que j'ai faite il y a à peu près 1 an et demi, qui est pour La Parisienne. Fait que La Parisienne, le brief client, c'était vraiment de moderniser la marque. La Parisienne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un détergent à vêtements. Fait que c'était de moderniser la marque, augmenter les ventes du produit, puis ils nous ont demandé de miser sur un avantage compétitif. Comme je vous disais, ça arrive des fois. Puis là, c'était la nouvelle technologie qui permet de protéger les vêtements.
Donc, on a envoyé ça à l'équipe cerveau, qui est la stratégie, puis on a développé un message fonction de toutes les recherches qu'ils ont faites, puis c'est quoi nos avantages compétitifs. Donc, par exemple, c'est un produit biodégradable. Le fait qu'on est bio, c'est un avantage compétitif par rapport à d'autres marques. Puis, la technologie, elle permet que les vêtements et ceux de la cible et ceux de sa famille restent plus beaux plus longtemps. Fait qu'on est parti avec ça. On l'a envoyé à l'équipe de création, qui est le cœur. Puis, eux, ils ont trouvé une idée, puis ils ont trouvé la campagne Ça se voit. Une fois que l'idée est approuvée, comme je vous disais, on rentre en production. Production, on avait de la vidéo, de l'affichage, du social et des bannières. Puis, finalement, on a livré pour un lancement en mi-août. Fait que je vais vous montrer un peu la campagne, ce que ça donne. Vous me direz si vous entendez bien. En fait, vous ne pouvez pas me dire, mais j'espère que vous allez bien entendre le son. Vous pouvez faire vos fins finaux, mais j'ai un témoin. Le témoin a parlé d'un chandail noir. Voilà, c'est les objets perdus. Wow, OK. Ah, je vois ton chandail rose, ton chandail jaune, la veste de ta sœur, son chandail bleu, chaussettes. Donc ici, on est vraiment parti du fait que la technologie, elle protège les vêtements pour les garder beaux plus longtemps. Puis on a misé là-dessus sur toute la campagne. Fait que là, vous avez vu dans les vidéos, mais ça fonctionnait aussi dans les affichages. Comme vous pouvez voir plus à gauche de l'écran, sur de l'affichage, on faisait toujours ressortir la couleur d'un vêtement. Puis ça rend juste ça vraiment facile aux consommateurs de comprendre, bien, quand tu utilises la parisienne, ça se voit grâce à notre technologie protège. Fait que ça, c'est un exemple de campagne, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est toujours ça le fonctionnement. Bon, là, je vous ai expliqué un peu plus c'est quoi un projet. À travers ça, maintenant, je vais vous expliquer vraiment le service conseil, c'est quoi notre rôle. Je nous ai mis au centre parce qu'on est le canal communicant avec tous ces différents départements-là. Notre rôle premier, c'est de faire arriver le projet au service conseil. On est en discussion avec tous les départements que vous voyez autour. Vous allez vous faire présenter ces différents départements-là, sauf le volet client, là, au cours de la semaine, si vous allez aux rencontres. Je vous le recommande, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Puis, pour un service conseil qui doit être le deuxième meilleur en tout, c'est jamais mauvais de s'éduquer. Donc, nous, le service conseil, on est vraiment au centre. Puis, l'idée, c'est d'accompagner chacune des personnes le mieux qu'on peut pour avoir le meilleur produit au final. Fait qu'on prend le brief de création, on s'en sert avec la stratégie. Notre rôle avec la stratégie, ça va vraiment être de créer les meilleures bases possibles pour le projet. Fait que de s'entendre sur c'est quoi nos bases, puis challenger. Tu sais, souvent, la stratégie puis le service conseil, ils vont se tenir au courant pour eux se challenger puis se poser des questions, puis vraiment s'assurer que tout est couvert puis qu'on a les bases les plus solides parce que c'est grâce à ces bases-là qu'on va avoir le meilleur produit. Avec la création, le rôle du service conseil, c'est de s'assurer que ça respecte le budget, les délais, les objectifs qu'on s'est fixés, que ça respecte le ton de la marque. T'sais, une marque, ça va parler d'une certaine façon, bien de respecter cette tonalité-là. Fait que nous, notre job avec la création, c'est juste de s'assurer que le point qu'on s'est fixé avec les clients, bien, c'est vraiment là qu'on s'en va puis qu'on n'est pas en train de dévier. On va aussi challenger des fois les idées créatives, mais notre rôle, c'est beaucoup plus en termes de s'assurer qu'on respecte ce que le client a demandé. Département de production, notre rôle est beaucoup plus en coordination. Fait qu'une fois que l'idée est approuvée, c'est le service conseil qui fait les suivis avec l'équipe de production entre la prod et le client pour s'assurer qu'on livre le délai, 1, dans les budgets et 2, dans les échéances qu'on s'était données. Avec l'agence média, c'est vraiment important de leur parler beaucoup. C'est des alliés, l'agence média. Une bonne stratégie de l'agence de création va aussi être en lien avec la stratégie de l'agence média. Il y a des idées médias, par exemple un affichage fait seulement de produits bio qui peut alimenter des idées créatives et vice-versa, il y a des idées créatives qui peuvent alimenter des idées médias. C'est important de se parler, c'est important que notre création puis notre stratégie elle soit vue au bon moment par les bonnes personnes puis par les bons médias. Il y a certains médias qui font mieux vivre des idées créatives que d'autres. Fait que c'est important que l'agence ça soit tout le temps dans la loupe, l'agence média, pour s'assurer que tout fait ensemble. Puis finalement, il y a le client. Le client, c'est une grosse partie de notre travail, puis c'est une partie vraiment importante du travail, honnêtement.
c'est des relations qu'on bâtit quand même au moyen long terme, puis c'est des relations qu'on bâtit vraiment au quotidien. On est comme un peu le deuxième cerveau du client. Fait que dans le fond, lui, il va nous appeler. On est tout le temps le contact direct du client. Il va nous appeler, puis c'est à nous de l'accompagner au quotidien, c'est à nous de lui amener à se poser les bonnes questions. Un client, ça a vraiment le nez collé sur son produit, son industrie souvent. Fait que nous, notre job, c'est de l'amener à se décoller un petit peu, puis de se dire, OK, je fais-tu vraiment la bonne chose? Est-ce que il y a des trucs à quoi j'ai pas pensé, des choses que j'ai pas pensé, que l'agence est en train de me dire? Fait que oui, il faut répondre à ses besoins, mais il faut aussi l'amener à est-ce que c'est les bons besoins, puis est-ce qu'il y a des nouveaux besoins que je connaissais pas? Puis, mettons que la stratégie de la création a besoin de parler au client, le service conseil est toujours présent. C'est pas parce qu'on leur fait pas confiance. C'est juste parce que c'est nous qui avons la relation. C'est rassurant pour eux, mais c'est aussi plus facile pour coordonner puis avoir une vue d'ensemble du projet, d'être sur tous les meetings. Fait que le service conseil, ça a le point final, puis ça doit superviser puis s'assurer que tout le long du processus, on respecte ce que le client a demandé, tout en s'assurant qu'on a la meilleure création possible, évidemment. Donc ça, c'est, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc ça, c'est le rôle du service conseil. Je vais passer très rapidement sur les différents métiers. Coordonnateur, coordonnatrice chargée de projet, c'est souvent le poste d'entrée. Moi, c'est là que j'ai commencé. Donc, le rôle du coordonnateur est beaucoup plus dans le volet qui est production. Une fois que l'idée est approuvée, bien, le coordonnateur il embarque puis il fait les suivis avec l'équipe de production pour s'assurer que le projet il respecte délai, budget et que la campagne est bien livrée et bien en marché dans les dates qu'on avait fixées. Fait que c'est pour ça qu'on dit coordonnateur, là, c'est beaucoup plus dans l'exécution de la coordination. Ensuite, il y a les chargés de compte ou conseillers. Ça, c'est mon rôle en ce moment. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le client au day-to-day, fait vraiment au quotidien. Je suis contact client, c'est rare que je passe 3-4 jours sans parler à mes clients. On leur parle vraiment, vraiment régulièrement, puis on les accompagne stratégiquement et créativement à tous les jours, puis on bâtit des relations à tous les jours avec eux. Chef de marque et directeur de compte, eux, ils supervisent les conseillers. Puis, ils sont aussi, comme les conseillers dans la relation client, fait qu'ils sont sont plus macro. Par macro, je veux dire, sont plus haut niveau. Fait qu'ils connaissent pas chacun des détails comme les conseillers, mais ils sont quand même beaucoup, beaucoup en relation avec les clients. Puis, eux aussi sont encore plus dans la stratégie haut niveau et objectif d'affaires du client. Puis ensuite, il y a les chefs directeurs de groupe qui, eux, chapeautent les directeurs de compte. Eux, leur rôle est vraiment aussi pour la rentabilité de l'agence. Ils ont un peu moins de contacts clients, mais ils sont beaucoup, beaucoup dans la rentabilité de l'agence. Je vous rassure, ils parlent quand même aux clients, mais encore plus haut niveau que le directeur de compte. Finalement, VP Service Conseil qui chapeaute tout ce beau département de plein de personnes fantastiques. Pour vous donner une idée un peu de c'est quoi le service conseil, je vous ai fait une slide de sur quoi je passe mon temps. Le service conseil, honnêtement, non. La publicité, pas le service conseil, ça bouge énormément. Le monde des communications, que ce soit en numérique, peu importe, ça bouge vraiment beaucoup. Fait que c'est une journée typique, mais il n'y en a pas une qui se ressemble. C'est ça qui rend le monde de la com vraiment, vraiment, vraiment excitant. C'est que chaque journée, il y a des nouvelles choses que tu apprends. Chaque journée, il y a des nouvelles choses que tu fais. Puis honnêtement, tu t'ennuies jamais. Ça fait 3 ans que je travaille, puis je me suis pas encore ennuyée une journée. J'espère que ça va continuer comme ça, mais je suis confiante que oui. Mais quand même, une journée typique, ça peut ressembler à ça. Donc, il y a beaucoup de prise de brief et de gestion de projet. Il y a des plus petits projets, des plus gros projets. Puis ça, c'est vraiment le côté plus budget échéancier de la gestion du projet. Ensuite, tu as administration suivi. Ça, c'est vraiment dans la cour du service conseil de l'administration. Mais c'est une partie fun aussi de la job. Que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Après ça, il y a beaucoup de meetings. C'est une job qui est extrêmement dans les relations interpersonnelles. Vous l'avez vu, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'intervenants. Fait que forcément, ça vient avec beaucoup de meetings. Je vous dirais même, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu as des meetings. Mais c'est le fun. Ça te permet d'en apprendre, d'apprendre des nouvelles choses sur les gens à tous les jours, sur les industries à tous les jours, sur les métiers des différentes personnes autour de toi tous les jours. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Il y a beaucoup de gestion d'imprévus puis de solutions et de générer des solutions.
par gestion d'imprévus, on veut innover dans le monde de la com. C'est super le fun. Ça vient aussi avec des choses que tu n'as pas vu venir. Fait que ça fait partie du quotidien du service conseil et de d'autres gens dans le monde de la pub, d'ailleurs, de devoir gérer des imprévus, des choses que tu n'as pas vu venir, de te retourner sur un scène. Mais c'est super motivant, puis c'est le fun en tant que service conseil parce que tu fais souvent partie des solutions. Fait que tu as vraiment un sentiment d'appartenance puis d'accomplissement gros dans tes projets parce que tu es là pour te servir puis tu es là pour faire arriver les choses. Accompagnement des équipes et de tous les départements, bien ça, je vous l'ai pas mal dit, c'est quand même une grosse partie de notre travail. C'est important d'accompagner, puis c'est important de s'assurer que tout le monde va bien parce qu'une équipe saine, ça va vraiment faire un produit sain. Fait que c'est important de les accompagner puis s'assurer que tout roule bien pour avoir le meilleur produit. Voir des clients à l'interne, c'est important aussi. On est les gens qui connaissent le mieux nos clients en tant que marque, donc par exemple la Parisienne, mais aussi en tant qu'humain. Fait que, mettons, moi, Justine Guertin. C'est toi qui connais le mieux l'humain et la marque. Donc, c'est important que tu sois capable de porter ça à l'interne, de porter la vision, la mission, la tonalité, comment le client y pense à l'interne pour s'assurer qu'on le respecte. Ça va avec mon point en dessous. Mettre des objectifs du client et respect de la marque. Je pense que vous l'avez compris à ce stade-ci. Mettre des objectifs. Une super belle campagne, si elle ne réussit pas à répondre à ton objectif, malheureusement, ce n'est pas une bonne campagne pour ce contexte-là. S'assurer qu'on est sur notre X, puis respect de la marque. Finalement, négociation et prise de décision, c'est une bonne partie aussi. On négocie beaucoup en délai, des budgets. C'est un monde qui va très, très vite, surtout avec le monde du numérique. Excusez-moi. Fait que c'est vraiment, c'est quand même, ça implique quand même beaucoup de négociations. Puis des fois, c'est juste de se dire, bien, on va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va nous permettre d'avoir un vraiment meilleur produit puis de générer un impact vraiment plus fort. Fait qu'il y a quand même la négociation et il y a beaucoup de prise de décision qui vient avec le rôle du service conseil. Chez un service conseil, je vous ai mis quelques petites caractéristiques que moi, je juge importantes chez un service conseil. Je ne les ai pas toutes au même degré. Je ne les ai peut-être pas toutes tout court. C'est pas un impératif, mais c'est des choses qui se travaillent. Puis je pense que c'est des choses qui sont importantes à garder en tête. Intérêt, curiosité, je l'ai mis en haut parce que pour moi, c'est un des plus importants. J'ai 6 clients différents qui viennent de 6 industries différentes. C'est important que je sois curieuse puis que j'ai un intérêt envers chacune de ces industries-là parce que c'est ça qui va me permettre de bien accompagner puis de devenir la deuxième meilleure en tout parce que je vais avoir des bonnes bases de connaissances. Mon intérêt curiosité sur le monde de la communication, oui au Québec, oui au Canada, mais à travers le monde, il y a des choses qu'on ne sait même pas qui sont en train de se faire, qui sont super inspirantes. Fait que toujours se garder à jour. Intérêt curiosité envers nos clients et évidemment les départements. L'empathie, ça va avec le fait qu'on a une job qui nous amène à travailler avec beaucoup de personnes. C'est important, puis par empathie, c'est pas nécessairement se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment comprendre ce que l'autre vit. Autant les clients que les gens avec qui on travaille à l'interne qu'un autre collègue service conseil, c'est important d'être empathique puis de comprendre ce que les gens y vivent pour s'assurer qu'ils soient bien dans leur travail puis que le projet est bien. Capacité d'adaptation, ça va avec ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses. Fait qu'il faut être capable de s'adapter. Il ne faut pas avoir peur de survirer sur un scène. Il ne faut pas avoir peur que le projet, mais finalement, il prenne une autre tangente. C'est correct, tu avances avec l'équipe. On est une équipe là-dedans. Être capable de prendre des décisions et porter des idées. Porter des idées, c'est auprès du client. On va présenter la création avec l'équipe. Des fois, le client, il va t'appeler. Une fois que tu as une bonne relation, il t'appelle. « Ah, ça, je ne suis pas sûre. » Il faut que tu sois capable de porter cette idée-là et d'expliquer au client, ben oui, c'est la bonne chose à faire pour telle raison. C'est le travail de l'équipe de création, mais c'est le travail de toute l'agence. Puis si on l'a présenté, c'est parce que c'est une idée solide, il faut être capable. Il y a des commentaires clients qui sont super importants, super pertinents. C'est un travail d'équipe avec le client aussi, mais il faut quand même être capable de bien porter la base de l'idée. Gérer les différentes personnalités pour bâtir des relations de confiance. On travaille avec des gens extrêmement différents. Je pense que ça a bien été dit au début, avant que je passe. Il y a des gens introvertis, extravertis. Il y a toutes sortes de personnalités dans le monde de la com. Puis, il faut apprendre à travailler avec ces différentes personnalités-là pour bâtir des relations de confiance, autant avec le client qu'avec les gens à l'interne, parce que c'est comme ça que tu vas sentir qu'il y a vraiment un esprit d'équipe et que tout le monde s'en va à la même place. Je vais juste regarder dans son temps. Au niveau de la patience, c'est patience envers soi-même et patience envers les autres.
ça, je vous l'ai dit, ça va vite, ça rend ça super excitant, mais ça demande aussi d'être capable de prendre une respiration, puis de s'assurer qu'on avance tous dans la bonne direction, puis ça prend de la patience de faire ça. Puis tout le monde ne travaille pas au même rythme. C'est un travail d'équipe. Tout le monde ne travaille pas au même rythme. Toi-même, en tant qu'individu, des fois, tu vas te donner beaucoup de pression. C'est important de faire preuve de patience. Et finalement, gestion de budget, échéancier, organisation, rigueur, ils sont super, super, super importants. C'est important d'être rigoureux, c'est important de respecter un budget. Le dollar du client, il vaut beaucoup pour ce client-là. C'est important d'être rigoureux quand tu travailles avec le budget. Tu devrais travailler avec son budget comme si c'était le tien. Fait que ça, c'est quand même des choses importantes. Organisation aussi, il faut que tu regardes de bien suivre le projet, où est-ce que les choses en sont. Tu veux que tout se passe bien. Donc, finalement, j'ai mis un petit conseil parce que c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. En ce moment, avec la technologie, les courriels, les médias sociaux, on de moins en moins le réflexe de s'appeler. Mais un appel dans la vie, ça vaut vraiment 1000 mots. Ce que je veux dire par là, c'est que ces échanges de courriels peuvent se faire en 2 minutes au téléphone. Puis, ça vaut vraiment la peine de prendre ces 2 minutes-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'informations qui se perdent, s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendus. Puis l'autre volet de faire un appel, c'est que ça permet vraiment de créer une bonne relation avec les gens. Prendre 2 minutes au début de ton appel puis dire comment tu vas, quoi de neuf dans ta vie, ça fait vraiment une grosse différence dans la relation de la personne. Fait que c'est des petites choses comme ça que je pense qu'il ne faut pas oublier. Il y a de plus en plus de plateformes avec les chats internes, les Teams, etc., qui font qu'on s'appelle beaucoup moins, mais ça fait toujours du bien de se parler puis de prendre les 5 minutes de plus pour faire un petit appel. Puis ça nous sauve souvent des heures au long terme. Et voilà. Donc, merci. Puis je suis là s'il y a des questions. On a déjà des questions pour toi, Justine. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à tes débuts en agence? Moi, ce qui m'a le plus surprise, ça a été le talent des gens. Je ne suis pas la personne la plus créative du monde et j'étais vraiment impressionnée de voir à quel point les gens étaient talentueux et créatifs. Et c'est vraiment, là, c'est quelque chose que je pensais pas que les gens pouvaient être aussi bons que ça. J'ai vraiment été surprise. Puis est-ce que il y a un défi que tu trouvais plus important justement quand tu as commencé, là, que tu étais comme ouf, ça va falloir que je travaille plus cet aspect-là? Oui. Il y a beaucoup de projets en même temps, puis il y a beaucoup de choses à faire en même temps, puis savoir prioriser dans ta journée, qu'est-ce que tu fais en premier, qu'est-ce qui peut attendre au lendemain, c'est quoi l'urgence la plus urgente. Moi, ça a été long, je pense que je travaille encore là-dessus. Honnêtement, c'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup. Mais c'est un défi de l'urgence de quelqu'un, c'est pas nécessairement ton urgence à toi. Fait que de savoir prioriser les différentes demandes et urgences qui rentrent dans une journée. Puis comment tu décrirais ton atmosphère de travail au quotidien? Moi, je la décrirais... Bien là, ça a changé avec la COVID, mais même avec la COVID, je vous dirais que c'est une atmosphère vraiment chaleureuse. On est comme une petite famille, tout le monde travaille en équipe. C'est vraiment chaleureux, c'est motivant parce que tu sens que les gens autour de toi, ils se donnent autant que toi, tu te donnes. Fait que c'est super motivant de voir ça aller. Puis c'est pas mal ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à, admettons, dans 5 ans, là, comment tu penses que ton métier va avoir évolué? Moi, j'ose espérer que dans 5 ans, mon métier va rester semblable dans le sens où j'espère que les relations vont être aussi importantes. Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais perdre pour garder des clients puis rester proche d'eux. Mais je pense que notre métier, il change à tous les jours. Puis dans 5 ans, ça va être encore pire parce qu'il y a tellement de nouvelles technologies qui embarquent auxquelles il faut être exposé puis qu'il faut comprendre. Il y a tellement de nouveaux médias sociaux. TikTok, bon, c'est pas si récent, mais mettons, TikTok, quand c'est rentré, pour moi, c'était une toute nouvelle affaire. Fait que d'ici 5 ans, je sais même pas ce qui va être arrivé, mais c'est sûr que ça va impacter notre travail. Puis, t'aurais-tu un conseil pour les gens qui nous écoutent, qui commencent déjà à réfléchir à comment présenter leur CV? Quel genre d'implication, selon toi, ça vaut vraiment la peine de mettre de l'avant dans un CV? Pour moi, tout genre d'implication peut aider.
dans le sens où, en service conseil, il faut juste que tu sentes que la personne est curieuse d'essayer des nouvelles choses, puis qu'elle est curieuse d'apprendre des nouvelles choses. Je ne sais pas, il y a combien de gens qui sont à l'université en ce moment ou qui s'en vont à l'université. Il y a le monde des compétitions qui paraît très, 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 très important. Et oui, c'est le fun des compétitions. Oui, c'est formateur, mais c'est pas la seule implication. Ça peut être que, puis moi j'en ai fait, puis j'ai trippé, mais c'est pas la seule chose. Tu peux accompagner une plus petite entreprise à faire leurs réseaux sociaux. Tu peux t'impliquer dans une des associations, mais même pas faire partie de l'association. Décider peut-être pour une des associations de ton école. Je pense que tant que tu démontres que tu as le goût d'apprendre puis tu as le goût de faire des affaires, l'implication en tant que telle, elle n'est pas définie, là, puis elle n'est pas claire. Il y a une question qui s'est ajoutée que je trouve très pertinente. En fait, quelqu'un se questionne à savoir comment on distingue le service conseil de la gestion de projet. Est-ce que... Une très bonne question. Non, mais c'est vraiment une excellente question. La gestion de projet, la gestion slash chargée de projet, puis je vais même être curieuse, je vais peut-être la reposer aux panélistes tantôt parce que c'est une question qu'on s'en parle beaucoup au day-to-day. La gestion de projet, tu es beaucoup plus dans la coordination, puis tu es beaucoup plus dans la faire arriver le projet. Oui, c'est notre job, mais faire arriver le projet dans les budgets, dans les échéanciers. Fait qu'il y a une partie de notre travail qui est la gestion de projet. Puis la différence, c'est qu'il y a une partie qui s'ajoute dans le service conseil qui est de conseiller, d'avoir des réflexes stratégiques, de s'éduquer, puis c'est d'amener les gens à se poser des questions, puis challenger les gens. Fait qu'on n'est pas seulement dans « faut que je fasse arriver le projet », mais c'est faut amener un petit plus. Fait que c'est comme deux parties différentes, mais qui se complètent vraiment bien au final. Tout à fait. Et je vois qu'il y a d'autres questions qui s'ajoutent, mais je te laisserai passer au panel, puis à la limite, on pourrait peut-être les ajouter à la fin. Donc, je te laisse la parole à nous. Les différentes personnes nous ont été présentées tantôt. Donc, je suis avec Éric, Jean-François et Catherine. L'objectif, c'est vraiment que ce soit sous forme de discussion. Je vais poser des questions, mais n'hésitez pas, vous autres, à renchérir, à vous en poser d'autres entre vous. Pas de problème. Moi, je viens de parler pendant 30 minutes, fait que c'est à vous. Ayez du plaisir. Mais je vais quand même commencer avec une petite question pour lancer le bal. Puis là, vu qu'on n'est pas vraiment autour d'une table, je vais donner un ordre de parole. Éric, Jean-François et Catherine. Donc, je pense que ça serait bon pour tout le monde de savoir, vous, comment votre entrée s'est faite dans l'industrie, vu que chaque parcours est vraiment différent. Merci Justine, merci pour la présentation, c'était super. Moi, j'ai commencé par un stage en fait dans le département de publicité d'un magazine. Je ne connaissais vraiment pas le monde de la publicité, c'était pas forcément ce que je voulais faire dans la vie non plus. Et je suis tombé amoureux de la profession. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est un des points que tu as mentionné, ce qui t'a le plus étonné ou en tout cas fasciné quand tu es arrivé dans le monde de la com, c'est la capacité à générer des idées, la créativité des gens. Et je te dirais que moi, je suis tombé amoureux du processus créatif. Donc, le fait de partir d'objectifs très clairs et très cartésiens venant du client et d'arriver à des idées assez ludiques et de voir ces idées pouvoir prendre forme et générer et atteindre les objectifs du client, bien évidemment. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime. Pour ma part, moi, en fait, je pense que je définirais même mon entrée dans l'industrie même avant même d'avoir l'emploi. Je pense qu'on vient tous à un moment donné à la fin de nos études où est-ce qu'on anticipe le moment où est-ce qu'on va devoir commencer puis avoir un emploi. Puis moi, je pense que je suis entré dans l'industrie comme un peu à ce moment-là, puis ça s'est fait par des envois de masse, de courriels à plein d'agences. Puis c'est un exercice qui est quand même assez formateur parce que faut que tu te vendes, il faut que tu donnes tes forces, aussi dire tes faiblesses. Fait que c'est un exercice qui est hyper formateur, non seulement d'envoyer ces messages-là à ces agences-là, mais veux pas quand tu envoies des messages, des fois tu as des réponses positives. Puis c'est là que le fun commence, d'avoir des rencontres, des entrevues, tout ça aussi, c'est excessivement formateur. Puis tu sais, ça fonctionne pas toujours du premier coup. En fait, je pense
qui va, on va se le dire, ça ne fonctionne jamais, pardon, du premier coup. C'est toute une histoire de plusieurs rencontres. Fait que moi, c'est comme ça un peu que je définis mon entrée dans le domaine de la com par même avant d'avoir commencé l'emploi en tant que tel avec ces premières communications-là avec l'industrie. Cool. Catherine? Hey, tu me fais penser à quelque chose, Jean-François. D'abord, Justine, merci, là, c'était vraiment intéressant. Mais je viens de me souvenir, en fait, que j'avais fait certains échecs, là, certaines entrevues d'échecs. Ma première était, je pense que la personne, je nommerai pas l'agence, là, c'est pas pertinent, mais elle m'avait dit, elle avait retravaillé mon CV avec moi. Là, tu sais, elle avait pris la feuille, là, puis elle avait annoté tout ça. Là, c'était formateur, comme tu dis, parce que je suis retournée chez moi travailler ça là, pour la prochaine fois. Formateur, tellement enrichissant, par exemple, d'avoir cette espèce de mentorat-là, qui donne des conseils. Des fois, tu ravales la pilule, mais c'est juste positif, honnête. J'avais trouvé ça difficile sur le coup, là, mais finalement, j'avais appliqué tous les commentaires. Hein. Moi, j'ai pas eu un parcours tracé. C'était pas clair dans ma tête ce que je voulais faire avant de m'inscrire à l'école, puis même pendant. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai étudié en psycho, en histoire, en enseignement, avant de me rediriger vers l'administration marketing. Pour moi, c'était juste de repousser un petit peu le problème de trouver un métier. Là. Je savais que si j'allais dans ce domaine-là, j'allais pouvoir m'ouvrir plus de portes à la sortie de l'école. Puis, j'ai été prise, en fait, chez Sidley, qui était quand même une super école. Là. Je suis super contente d'avoir commencé ma carrière là-bas. Ils encourageaient justement la jeunesse, les candidatures un peu plus green. Puis, j'avais rencontré quelqu'un des ressources humaines qui m'avait d'abord présenté tous les métiers. Puis, c'était clair là, à ce moment-là que ça allait être le service conseil pour moi. Puis l'aventure a débuté là, après quelques entrevues, c'est ça, là, avec une équipe que j'ai beaucoup aimée. Là. On a tous quand même des parcours différents. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à des gens en ce moment qui, comme nous, fut un temps, à part JF, ne savaient pas du tout dans quoi ils allaient, puis en fait, plusieurs choses. Avez-vous un conseil à leur donner pour se préparer à entrer dans le monde de la communication? Ben, moi, je dirais c'est de voir ce qui se fait en ce moment. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une connaissance approfondie des métiers et des rôles quand on est à l'extérieur. Mais en tout cas, de faire attention aux communications, à comment vos marques préférées, comment est-ce qu'elles communiquent, c'est quoi les tendances à ces niveaux-là. Je pense que c'est déjà un bon début. Malheureusement, de plus en plus, mais je dirais pas, et je vois la question revenir assez souvent, quel type d'études il faut faire. Je dirais qu'au niveau du service conseil, vous pouvez avoir fait des études en littérature, en histoire, peu importe. La question, c'est vraiment de pouvoir tirer profit et, comme tu disais, jouer le rôle de chef d'orchestre. Si vous êtes en mesure de jouer le rôle de chef d'orchestre et de comprendre quand est-ce que les différents départements rentrent en jeu, ben, vous avez déjà un leg up, comme on dit, par rapport aux autres. Puis, je pense que Justine, tu le disais, Éric, tu l'as dit, Catherine, on le dit toutes, là, je pense que c'est de poser les questions. Mais surtout, de ne pas se mettre de filtre quand tu poses tes questions. Moi, en tout cas, je le sais que c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés quand j'ai commencé, puis même encore aujourd'hui, le fameux syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est très présent. Mais quand on a une question, c'est sûr que quelqu'un alentour de la table a la même question que toi. Fait il faut y aller, il ne faut juste pas avoir peur, puis laisser cet orgueil-là de côté. Fait que poser les questions, comme toujours, défier le statu quo, jamais admettre que les choses sont faites comme ça et c'est tout. Puis, j'en parlais tantôt dans mon intervention précédente. Puis moi, c'est quelque chose que je n'ai pas eu en début de carrière, mais maintenant, je commence un peu à l'avoir. C'est encore une fois, je le redis, le mentorat. Moi, je m'aperçois que c'est quelque chose qui m'aurait aidé. Puis, tu sais, quand on parle d'un mentor, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans ton industrie, tu sais,
qui est dans l'industrie, en fait, dans laquelle tu veux travailler. C'est plus quelqu'un que tu admires, qui peut te guider dans tes décisions. Là, moi, je pense que ça aurait été un élément qui m'aurait beaucoup, beaucoup aidé d'avoir ce mentorat-là dès le début de ma carrière. Tout à fait. Je suis à la même place que vous. Je pense que les gens intéressés sont intéressants, hein. C'est-à-dire que si tu démontres de l'intérêt et de la curiosité par rapport à ce que les autres font, ça peut jamais être mal vu, là. Ça peut juste être payant pour toi. Si je continue dans la même lignée qu'Éric, c'est de t'intéresser à ce qui se fait autour de toi, pas nécessairement en agence, mais les marques que tu apprécies plus que d'autres, même certaines que tu aimes moins. Pourquoi tu les aimes moins? C'est de te poser les questions. Voilà. Très vrai, très vrai. Jean-François, pardon, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Est-ce que, puis je parle à vous trois, on le vit tous, je pense que ça fait tous partie un petit peu de notre quotidien, mais est-ce que vous avez quelque chose dans votre travail qui vous rend fier? Ça peut être un événement, ça peut être quelque chose plus au quotidien, mais quelque chose qui vous rend fier. Bien, si je peux commencer, moi, je pense que les choses qui me rendent fier dans mon travail évoluent un peu avec le temps. Je pense qu'au début de ma carrière, ce qui me rendait surtout fier, c'était de voir ces campagnes-là qui étaient sur le marché. Le premier spot télé sur lequel j'ai travaillé, que j'y vais à la télé, je pense que j'ai appelé ma mère pour lui dire « Hey, maman, regarde TVA, mon spot, il joue. » C'est aussi pathétique que ça. Donc ça me rendait excessivement fier de voir mes campagnes sur le marché, mais plus que les années passent, puis plus qu'on travaille en fait dans cette industrie-là, maintenant, ce qui me rend fier dans mes projets, c'est de voir les résultats que ces campagnes-là génèrent. Puis c'est des choses auxquelles, en tant que consommateur, quand on regarde une campagne, auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais en ayant travaillé tellement fort sur ces campagnes-là, quand tu vois un rapport de performance post-campagne, puis que les chiffres sont là, puis que l'objectif client a été atteint à 150%, ça, c'est vraiment le type de truc qui me rend excessivement fier maintenant dans ma carrière. Peut-être que les choses qui vont me rendre fier vont encore évoluer, puis ça sera autre chose dans 5 ans, mais en ce moment, c'est vraiment la génération de résultats. Oui, je suis du même avis que Jean-François, dans le sens où au début, effectivement, c'est de voir les projets sur lesquels tu as travaillé prendre forme et pouvoir les voir à la télé ou en affichage ou dans un magazine, c'est toujours ça fait toujours chaud au cœur. Avec le temps, évidemment, ça évolue. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier, c'est oui, les résultats, oui, de voir que nos clients sont satisfaits, mais c'est surtout de recevoir l'appel d'un client qui me dit telle personne dans mon équipe est superbe, telle personne au service conseil est superbe, et de sentir que le client est triste, aussi triste que moi, lorsque cette personne va travailler ailleurs ou je décide de changer de carrière, etc. Et de voir l'effet et l'impact que ça a auprès des clients, je trouve que c'est un beau témoignage de l'accompagnement que je leur ai donné, mais également de la force de leur travail sur les différents projets où ils sont impliqués. Vraiment, c'est vraiment un bon point. Moi aussi, je pense que je penche du côté humain, là, c'est-à-dire c'est toutes les relations que tu développes, autant du côté client qu'à l'interne avec les différents départements. Je me souviens qu'au début, tantôt Justine, tu disais prends le téléphone, appelle. Là, au début, tu étais un peu gênée, tu sais, tes relations les racines sont moins profondes, tout ça, là, mais quand tu arrives vraiment à développer des relations avec tes pairs puis amener des projets plus loin parce que tu y mets du tien, là, ça, c'est ce qui me rend le plus fière, là, vraiment. Puis, qu'est-ce que vous pensez, vous, qui fait un bon service conseil? Vous parlez des clients qui vous appellent pour vous dire « Ah, wow, cette personne-là fait vraiment du bon travail. » C'est quoi les qualités ou les caractéristiques que vous donneriez à un... Ça peut être vaste, là, j'en suis consciente, mais que vous donneriez à un service conseil, quelqu'un qui travaille dans le service conseil? Bien, je pense que tu l'as bien amené tantôt. C'est un peu c'est versatile, là, un service conseil. Là, ça prend de l'organisation, ça, c'est sûr. Là, ça prend des habiletés techniques ou de la débrouillardise, tout ça.
mais ça prend énormément d'écoute, l'empathie, essayer de comprendre quand l'autre te demande quelque chose ou a une idée qui est contradictoire à la tienne. Le but, c'est que ce soit le plus harmonieux possible, mais c'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Fait que c'est la résilience, d'essayer de trouver des solutions. C'est vraiment dans l'écoute de l'autre. Je pense que ça prend absolument ça. Puis le désir de performer, là aussi, là, Jean-François l'a dit, les chiffres, il faut que ça arrive. Là, c'est pas juste de faire la créa pour le trip de le faire. Là, c'est de rencontrer les objectifs. Ça prend ça absolument. Oui. L'adaptation, tu en parlais un peu, Justine, de s'adapter à toute situation. Catherine, tu le disais, le côté psychologique, là, il est tellement important, mais moi, c'est sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec le temps, c'est de comprendre le message sous-jacent d'un débrief client, par exemple. Ils donnent un feedback, puis des fois, eux autres même, ils ne veulent pas trop froisser parce qu'ils savent qu'on travaille fort sur les propositions qu'on leur amène. Donc, des fois, quand ils nous amènent un feedback, des fois, c'est pas clair et il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Fait que l'aspect psychologique, essayer de déceler le plus grand message, c'est vraiment pas une qualité qu'il faut avoir, là, mais une capacité, en fait, à développer, clairement. Et je récupère la balle au rebond, justement, cette espèce de côté psychologique. Je dirais que la qualité principale pour moi au niveau du service conseil, c'est de savoir communiquer autant à l'oral qu'à l'écrit. J'ai vu des emails longs comme ça, où à la fin du courriel, tu sais plus de quoi il parlait, autant du côté client qu'à l'interne. Donc, je pense que vraiment, au niveau du service conseil, c'est de pouvoir être clair, concis et s'assurer que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on demande une clarification, autant à l'interne qu'avec le client, parce que on dit souvent que la monnaie d'échange des agences, c'est les idées. C'est vrai, mais je pense que la monnaie d'échange des agences et surtout au service conseil, c'est de savoir communiquer autant à l'écrit qu'à l'oral parce que ça permet de gagner du temps. Et malheureusement, on se retrouve toujours à livrer des projets avec moins de temps que nécessaire. Et pouvoir communiquer, je pense que ça aide énormément dans notre milieu. Un bon point, effectivement. Très, très important. C'est parfois plus difficile par courriel qu'au téléphone, même souvent plus difficile. J'ai vu une question, puis je pense que c'est une question que les gens ont souvent dans leur tête quand ils font des recherches, puis quand ils comptent faire le service conseil. Quelle place prend la création dans la vie puis dans la job d'un service conseil? Puis je pense que c'est vrai que c'est une question qu'on s'est tous posée avant de rentrer en service conseil. Là. Fait quelle place ça peut prendre la création dans le travail et dans le quotidien du service conseil? Si je peux commencer, c'est drôle parce que j'avais une rencontre tantôt avec des collègues, puis c'est exactement ce que j'ai dit. En tout cas, chez Dentsu McGarry Bowen, on se définit comme une agence de création. Donc, clairement, le produit créatif doit être au centre de toutes nos activités. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on doit compromettre les autres départements dont tu parlais tantôt, Justine, autant la stratégie que la production. Je pense que tout le monde a son droit de parole et d'aider à diriger un peu le processus du projet, mais je crois que la création, c'est ce qui fait en sorte qu'une campagne va se démarquer. C'est ce qui fait en sorte qu'on va être capable de générer des résultats, comme je le disais tantôt, pour nos clients. Pour moi, je pense que la création est l'élément central. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est ce que les gens voient au final. Ils ne voient pas forcément tout le processus qui amène au spot publicitaire ou à la publicité sur un affichage ou dans un magazine. Donc forcément, le produit final est très central et important. Et je pense qu'au niveau du service conseil, le rôle, l'importance de la création
quelqu'un qui travaille au service conseil doit être en mesure de pouvoir, comme je disais, plutôt porter la création. Le jour où l'équipe de création qui a travaillé sur le concept n'est pas présente, et que c'est juste toi et le client, et que le client n'est pas forcément certain de vouloir aller de l'avant avec cette idée, bah, si à l'interne vous en êtes convaincu, il faut être convaincant ou convaincante. Et s'assurer que les arguments que tu présentes non seulement répondent à leurs objectifs, mais également que tu les fasses triper. Tu dois être en mesure de les faire triper sans que ton équipe de création soit là. Il faut aussi que tu participes au processus de création pour y croire, justement. Tu sais, si tu veux être convaincant, il faut que tu crois en l'idée. Donc, il faut que tu prennes parole pendant toutes les étapes de processus de création, les internes, les intimes, tout ça, parce que l'opinion de tout le monde est importante, mais c'est sûr que la création, c'est le cœur. Tu l'as dit, Justine, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est parce qu'on croit aux idées qui sont sur la table. Absolument. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est interne. Oui. Non, mais parce que c'est important quand même de le savoir. Tout à fait. Avant qu'on rencontre les clients et qu'on leur présente la création, nous, on se fait des rencontres à l'interne justement pour qu'on regarde la création, s'assurer que ça répond aux objectifs, s'assurer que le produit est prêt à être présenté. Fait que c'est des rencontres qu'on se fait à l'interne, d'où le nom interne. Donc, Justine, on a beaucoup de questions des participants. Donc, je ne sais pas si vous seriez prêts à ce qu'on en traite quelques-unes. D'abord, vous en avez parlé brièvement, mais on a beaucoup de questions à savoir s'il y a des parcours types pour travailler en service conseil. Selon vos réponses, moi, ma compréhension, c'était non. Mais je pense que ce serait quand même intéressant d'avoir un petit peu plus votre vision par rapport à cet aspect-là, par votre propre expérience ou ce que vous observez avec des employés plus juniors avec qui vous travaillez présentement. Je pense que diplôme, pardon, ça prend un diplôme de base, je pense, pour la majorité des agences. Mais après, je ne suis pas certaine qu'il y ait des parcours prédéfinis là, ou plus payants que d'autres, même en fait. Je n'ai jamais entendu parler que tel profil académique était plus profitable ou quoi que ce soit. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de parcours. T'sais. Il y a vraiment beaucoup de gens différents qui rentrent en... Il y a des gens qui ont fait la com à l'UQAM. Il y a des gens qui ont fait leur bac en marketing. Il y a une fille qui était chez LG2 l'année dernière qui, elle, a lâché la médecine universitaire. Elle était rendue en 4e année pour venir. Fait non, je pense qu'il n'y a pas de parcours. Je pense que l'important, c'est juste, on se répète, mais d'avoir un intérêt, puis d'aller faire ses recherches, puis de comprendre c'est quoi avant de rentrer, puis d'être prêt à apprendre, parce que tu apprends tous les jours, là, vraiment, dans ce monde-là. Tant que tu es prêt à apprendre, puis tant que tu es prêt à manger un petit peu tes croûtes, c'est pas vraiment le parcours. Jean-François, Eric, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ben, je suis d'accord avec Catherine, avec Justine. Ouais, là, moi clairement, aussi. je pense pas qu'il y ait de parcours typique. Là. J'ai travaillé avec des personnes de milieux tellement différents, en fait, issus de milieux tellement différents. Oui, typique communication marketing, comme complètement autre chose, avec aucun lien, mais que finalement, on se rallie par la curiosité de notre industrie, puis par le goût par le goût de la création aussi. Là. Je reviens encore à la création, mais si tu as ce feu créatif-là en toi, je pense que peu importe de quelle industrie tu es issu, tu vas trouver ta place en pub. Une autre question qu'on a eu beaucoup, c'est par rapport au contexte de COVID, comment ça se passe présentement, les processus de recrutement? Est-ce qu'il y a des freins actuellement? Comment ça se passe de part et d'autre pour chacune des agences qu'on a présentement autour de la table? Ben, je te dirais qu'effectivement, la COVID, la pandémie en général crée une espèce de nouvelle dynamique. Les choses peuvent paraître un peu plus longues, mais le processus
l'embauche se poursuit. C'est sûr que les premiers contacts sont faits via vidéoconférence comme on est en train de le faire. Et au besoin, on organise des rencontres en personne tout en respectant bien évidemment les guidelines sanitaires. Ouais, le COVID, c'est tellement fucké cette situation-là. Au début, en mars dernier, on va être très transparent. Il y a certains clients qui ont arrêté de vouloir communiquer. Il y a certains autres clients, au contraire, ont ramp up excessivement, ce qui fait en sorte que ça a fait que le volume de travail des industries qui ont baissé et des industries qui ont augmenté a comme fait en sorte que le volume de travail est quand même demeuré aussi élevé qu'à l'habitude. En tout cas, c'est ce que nous, on observe chez Dentsu et Gary Bowen. C'est sûr qu'en termes d'embauche, comme Éric l'a dit, moi, c'est un processus qui suit son cours comme avant pandémie. C'est sûr que là, maintenant, on ne se voit plus. C'est des téléconférences, mais ce n'est pas un processus de notre côté qui est nécessairement plus long ou plus exhaustif. C'est juste un processus qui est adapté au non-contact humain maintenant. Mais sinon, c'est un processus qui suit son cours. Chez LG2, je pense que la même adaptation qu'on a dû faire sur toutes les autres sphères de notre vie, que ce soit l'école, le travail, même quand on était vraiment confinés, voir notre famille. Là. Toute l'adaptation de ne pas voir personne, elle s'applique de la même façon à ce processus-là, mais nous aussi, de notre côté, le processus d'embauche continue. Je pense que c'est, comme Jean-François l'a dit, c'est un processus, il faut envoyer en masse. C'est un processus qui est quand même demandant, mais il n'arrête pas, puis il y a plein de belles opportunités, puis je pense qu'il faut savoir les saisir. Oui. Je pense que la majorité des agences, autant chez Bleu, Blanc, Rouge que chez les vôtres, ça va être très rare que les clients, en fait, ne font pas partie des mêmes domaines ou des mêmes industries. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un équilibre. Puis, plus on a de clients, mais on dépend de la santé de plusieurs. Là. C'est réparti, en fait, sur plusieurs clients. Alors, s'il y en a un qui vit la COVID plus difficilement, mais un autre va la vivre, saisir des opportunités. Je pense qu'au départ, on a eu peur, comme disait Jean-François. Là, en mars, on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Là? Mais la vie continue. Là, puis je pense que dans la majorité des agences, il y a des belles ouvertures, des opportunités. C'est sûr que c'est pas une entrée comme on le souhaiterait, là, avec des 5 à 7 ou quoi que ce soit, un accueil festif, mais il y a beaucoup d'opportunités là, quand même sur le marché. Je rebondis là-dessus, Catherine. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens, justement, dans ce contexte-là particulier? Y a-t-il une façon de mieux se présenter ou se préparer pour s'adresser à vous ou pas nécessairement? Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous. Moi, il y a comme un fil qui tombe avec le Zoom. Là. Autant, on dirait que, pour ma part, là, je trouve ça un peu moins gênant. Fait que j'irais avec... tu rentres quand même dans l'univers des gens, là, dans leur maison. Là, ben, je pense que c'est d'y aller le plus humblement possible. Comme on le ferait en entrevue régulière, c'est de bien se préparer, mais de ne pas trop se stresser non plus parce que le plus tu restes toi-même dans un processus d'embauche, là, le mieux ça va être pour toi, là, finalement. On ne veut pas le stress finit toujours par paraître dans la posture, dans la voix qui shake. Fait, l'idée là-dedans, moi, je pense que pour évacuer le stress, c'est juste te dire que la personne avec qui tu parles, c'est un humain autant que toi. Puis, il y a des bons coups, des mauvais coups, tout comme toi. Fait, je pense que c'est juste de se ramener à ça. Puis encore une fois, comme Catherine l'a dit, c'est vrai que d'être assis dans son salon, pour ma part dans mon sous-sol, devant un écran, on dirait que la barrière de la gêne et du stress est plus facilement absorbable. J'ai aussi d'autres questions sur votre day-to-day. Par exemple, on me demandait comment ça se passait au niveau conciliation, vie personnelle, vie professionnelle,
le flow, comment vous travaillez avec. On sait que c'est intense, mais comment ça s'échelonne, disons, sur une année? Est-ce que c'est toujours intense ou il y a des périodes que c'est plus tranquille? Comment vous voyez ça? Je pense que c'est cyclique, dépendamment des industries avec lesquelles tu travailles. Clairement, si tu as des clients qui sont dans l'industrie du retail, là, donc, mettons, comment tu dis ça, retail, la gang? Oui, tu as des marchandises à vendre. Genre. Fait que si tu as des clients qui sont en retail, c'est sûr que le volume est pas mal toujours constant avec des pics à la rentrée scolaire, pendant la période des fêtes et juste avant l'été pour préparer ces hautes saisons-là de vente. Mais sinon, le volume reste quand même, somme toute, relativement stable. Quand tu as une journée plus down, ben, ton autre journée va être occupée, mais la somme de travail là, en tout reste quand même relativement stable. Ça se gère très bien. Là. Puis, oui, je pense qu'on est capable de concorder vie personnelle et professionnelle travailler. Oui, comme Jean-François dit, il y a des périodes, puis ça dépend de c'est qui ton client, puis dans quelle industrie il y a des périodes qui sont un petit peu plus intenses, mais je pense que c'est comme ça dans majoritairement des métiers, puis je parle pas juste dans le monde de la com. Il y a des moments qui sont plus intenses que d'autres, il y a des journées qui sont plus intenses que d'autres, mais les clients, eux aussi, veulent avoir une vie. Et ça aide, veut pas, que les clients à l'extérieur veulent avoir une vie. Ça aide aussi en termes de service conseil. Les clients, ils n'appellent pas le soir, à n'importe quelle heure, majoritairement du temps. Donc, ça se fait bien, la vie professionnelle. En tout cas, personnellement, mais de mon côté, professionnel, personnel, ça se fait super, super bien, là. Il y a des crunchs, mais on les vit tous ensemble, les crunchs aussi. On est une équipe là-dedans, fait que ça se fait bien. Et je pense que la question de concilier vie personnelle et travail est importante, surtout dans la situation actuelle. Et ça vient répondre à une question par rapport à c'est quoi les capacités ou les bons attributs pour quelqu'un au service conseil. Et moi, je pense que quelqu'un qui a une vie en dehors du travail, de façon générale, qui est curieux, a beaucoup plus de chances de réussir en communication, quoi. C'est vrai. Puis, une autre question que je trouvais pertinente et qu'on n'a peut-être pas abordée nécessairement, c'est y a-t-il des outils que c'est comme partie intégrante de votre vie, puis c'est peut-être surprenant ou ça vaut peut-être la peine que les gens qui nous écoutent aient une mini connaissance de c'est quoi avant de faire leur entrée avec vous? Moi, je ne peux pas vivre sans mon Excel. Là, c'est une réponse qui est un peu plate, là, mais c'est mon outil préféré. Je le mets à ma main. Puis, c'est ça. Les courriels Excel. Oui. Ouais. Les courriels aussi, ça me donne une espèce de vision un peu morose du service conseil, mais je vous dirais. J'imagine qu'en temps de pandémie, les technologies pour se parler sont aussi grandement utilisées. Ouais, effectivement. À long terme, est-ce que vous pensez que le télétravail va demeurer une partie intégrante de vos vies? Comment vous envisagez Je pense que oui. Je pense que peu importe, puis là, c'est a bigger conversation, mais c'est pas juste applicable, je pense, à notre industrie. Je pense que ça, on n'arrêtait pas pré-pandémie, tout le monde disait on a des vies de fous, on n'arrête pas de courir, aller chercher les enfants. Ben là, je parle pour moi, aller chercher les enfants, aller au travail, blablabla. Maintenant, je pense que la pandémie a ce côté excessivement positif-là. Je pense que ça a soulevé la découverte de la possibilité du télétravail et de son réel potentiel. En tout cas, nous, encore une fois, Dentsu McCary Bowen, je pense que le télétravail va rester dans l'équation, clairement pour le temps de la pandémie, même s'il y a 8 vagues. Mais je pense également, à long terme, j'ai l'impression que ça va demeurer dans notre quotidien, ce télétravail-là. Oui, je te rejoins dessus. Je pense que le télétravail est amené à rester, même si pas de façon constante. En tout cas, pour certaines personnes de notre côté, on envisage la possibilité
de l'instaurer pour ceux qui veulent de façon permanente. Les rencontres vont avoir lieu une fois qu'on sera sorti de la période de la pandémie et tout. Et je pense que ça a des bénéfices parce que, par exemple, dans notre cas, ça nous a permis de travailler avec des gens à l'extérieur du Canada qui n'aurait pas forcément été un réflexe si on était tous dans le bureau en même temps, quoi. Oui, complètement. Je pense aussi que chez Bleu, Blanc, Rouge, ça va être à la discrétion des gens, là. On va inviter probablement les gens à se présenter une ou deux journées, là, mais pour l'instant, c'est vraiment selon chacun. Même chose chez LG2. Je pense que le temps partiel à la maison aussi, tu sais, 2-3 jours au bureau, 2-3 jours à la maison, je l'entends beaucoup sur les lèvres des gens qui parlent autour de moi, là. Je pense que ça va vraiment devenir quelque chose qui va être comme... Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé un petit peu notre heure, mais j'aimerais quand même savoir s'il y aurait un dernier message que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent ce soir, quelque chose par rapport à votre métier ou par rapport au devenir de l'industrie, quelque chose qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder beaucoup pendant nos échanges de ce soir. Donc, c'est le moment. J'y vais en premier. Tantôt, Justine, ça me faisait rire dans ta présentation, puis c'est peut-être à cause de ton profil en santé. Mais tu disais que la création était le cœur. C'était ça, la création était le cœur? Stratégie cerveau, création cœur. C'est ça. Bref. Puis ça me faisait rire parce que, tu sais, clairement, on se présentait, pardon, mais on se préparait à notre rencontre ce soir. Puis je me disais qu'en fait, le service conseil, moi, je trouve que on fait de tout. On est comme le rassemblement de l'ensemble de ces départements-là parce que, veux pas, il va falloir que tu commentes la stratégie qui va être développée. Si tu n'as rien à dire sur la stratégie, qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est sûr que tu vas faire de la stratégie. Au niveau de la production, tu le disais, tu vas négocier des coûts de production, tu vas être inclus à chacune des étapes de la production. Fait que ça, c'est super intéressant. En création, encore une fois, étant donné que tu es le porte-étendard du client, c'est sûr que tu vas devoir commenter cette création-là, avoir un point de vue. Donc, en ce sens, tu vas faire un peu de création. Fait que pour moi, en tout cas, pour les gens qui nous écoutent, je me dis, venez travailler en service conseil parce que c'est le métier le plus complet pour moi en agence parce que tu touches à l'ensemble des emplois, en fait, qu'il y a dans une agence. Voilà. J'ai vu tout à l'heure, tu demandais c'est quoi les outils qu'on utilise et tout le monde a mentionné Excel et les courriels, etc. Je rajouterais les calendriers. Et ça, c'est en lien avec une question que j'ai vue. C'était quoi la plus grosse gaffe que j'ai faite dans ma carrière? Et c'était à titre de coordonnateur. Je travaillais sur une campagne et le message devait changer à une date bien précise. Et j'ai oublié de le mettre dans mon calendrier. Et ça a continué de rouler. Il y a eu un impact financier, bien évidemment, pour le client. Mais ça s'est avéré être sûrement la chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui et très formateur. Donc, ça vient rejoindre cette question d'organisation, de s'assurer que you're on top of your stuff, mais le calendrier, les reminders vont vous aider énormément. Moi, je me rattache là-dessus. N'ayez pas peur. T'sais, on parle de gaffe. Moi, je pense que c'est important de ne pas avoir peur puis d'oser. Oser appliquer à une job que vous n'êtes même pas certain que c'est fait pour vous, mais ayez pas peur. Puis ça va être la même chose quand vous allez être en service conseil. Jean-François l'a bien dit. C'est drôle parce que moi, je dis souvent, la création, c'est le cœur, mais le service conseil, on est au cœur. Puis on est là tout le long. Puis on le porte jusqu'à la fin, puis ça amène vraiment un sentiment d'accomplissement exceptionnel, de voir toutes ces belles personnes-là travailler, puis qu'on arrive tous là en équipe. Mais pour arriver à tout ça, je pense qu'il faut savoir prendre des risques, puis on va les prendre en équipe, mais il ne faut pas avoir peur, puis il faut savoir foncer. Puis en tout cas, moi, je vous dirais, service conseil, je ne savais pas c'était quoi, mais je ferais rien d'autre. Je tripe, c'est vraiment le fun. Puis ça permet de rencontrer tellement de belles personnes, puis de personnes accomplies, puis de personnes inspirantes. Ça permet de faire tellement de choses que tu n'aurais jamais pensé faire de ta vie.
honnêtement, c'est ça. Ayez pas peur, foncez. Moi aussi, je veux pas... on se répète là, un peu, là, mais je pense que le service conseil, en fait, ça permet de toucher à tout. Pour être une fille super créative, mais ne pas l'être moi-même, là, ça change pas le fait que j'ai un intérêt pour ça, que je veux travailler là-dedans. Il y a plein de domaines dans les agences créatives. Il n'y a pas juste la publicité, là, proprement dit. Il y a l'expérientiel. Tu peux travailler en vidéo, tu peux travailler avec des firmes là, qui font des choses extraordinaires, avec des OBNL. Je pense que de travailler en agence, ça t'ouvre énormément de portes, là, ou du moins ça t'ouvre les yeux sur plein de domaines qui sont vraiment intéressants. Puis le talent des gens, on le répète, là, c'est vraiment... on s'ennuie pas, là. Tu te compares des fois avec des amis, là. Je changerais mon métier pour rien au monde, hein, vraiment. Là. Donc, je vous conseille de foncer là-dedans. Ben, un gros merci. C'était vraiment super inspirant et intéressant de vous entendre. Honnêtement, juste savoir aussi le nombre de questions qu'on a eues, puis le haut taux de participation. Donc, un gros merci à vous quatre. Donc, en fait, c'est ce qui conclut notre premier rendez-vous du monde de la com. J'espère que vous avez apprécié. Je veux juste prendre le temps de remercier à nouveau nos collaborateurs, donc la CRTQ, le Grenier aux emplois, aussi APP, CDMQ, SDGQ pour leur appui et à Orchestra pour l'identité visuelle de l'activité. Donc, dans les prochains jours, il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, on vous invite à vous connecter à nouveau. Puis, je prends aussi la peine de vous mentionner que le 9 novembre, le BEC organise une soirée de speed mentorat. Donc, si vous voulez parler directement avec des gens qui travaillent dans le secteur de la communication créative, c'est une autre belle opportunité d'en savoir plus sur les possibilités de carrière dans ce domaine-là. Donc, là-dessus, je vous dis bonne soirée. Merci encore, vous quatre, puis à la prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir. Bye bye.